Alors, les spécificités génétiques liées au sexe. Alors, qu'est-ce qu'on sait chez l'homme, comme chez tous les mammifères? Là, je dis homme avec un grand H, c'est-à-dire chez les êtres humains. On sait que la détermination du sexe se fait au niveau des chromosomes, c'est-à-dire qu'une femme apporte 2 chromosomes sexuels X, un X reçu de son père, un X reçu de sa mère, et un homme, un garçon, ce qui va devenir un futur homme, un garçon reçoit 2 chromosomes, un X de sa mère et un Y de son père. C'est-à-dire que donc, dès la fécondation, on a d'une part des embryons qui vont se développer en partant d'un XX et d'autres d'un XY. Alors, au cours du développement embryonnaire, les différents chromosomes X, Y et XX vont tout de suite faire, entre guillemets, des empreintes, c'est-à-dire vont activer des gènes différents, ce qui fait qu'au cours de l'embryogenèse, c'est-à-dire du développement de l'embryon, on va avoir des cascades de développement induits au départ par ces chromosomes dits sexuels, qui vont faire que le fœtus mâle et le fœtus femelle vont être différents à la naissance. Donc partant des chromosomes XX et XY, on a des développements des fœtus qui vont aller plutôt, je dirais, dans une voie mâle et d'autres dans une voie femelle. Alors ça, c'est la règle générale. Il y a un grand nombre d'exceptions, c'est d'ailleurs souvent ce qu'on appelle des intersexués. Par exemple, vous avez des individus qui peuvent être XXY, vous avez des individus qui peuvent être XY, mais qui se développent comme une femme parce que il manque un petit bout du chromosome Y. Donc on a tout un ensemble de gens, d'individus, qui en fait ne peuvent pas être, je dirais, catégorisés simplement mâles et femelles à partir de leur chromosome et à partir de leur apparence. Déjà, on peut avoir une déconnexion entre les chromosomes que vous portez et votre apparence. C'est-à-dire vous pouvez être XY, c'est normalement garçon, mais en fait avoir l'apparence d'une fille, ou alors vous pouvez être androgyne. Alors, une fois la naissance, après, on a donc d'un côté, je dirais, les petits garçons, de l'autre côté, les petites filles, et là, on sait chez l'homme qu'on a une construction sociale et culturelle très très forte des différences qui vont donner après un homme et une femme. Il y a plein d'expériences très intéressantes qui ont été faites sur justement ces différences de construction entre un homme et une femme. Par exemple, il y a une équipe en psychologie sociale à Marseille qui a fait un jeu très intéressant. Ils ont demandé à des enfants en âge scolaire, donc assez jeunes, de recopier un dessin, une figure géométrique très compliquée. Vous demandez à des petits garçons, à des petites filles de reproduire cette figure géométrique très compliquée, ils y arrivent tous aussi bien. Vous dites c'est en fait un schéma mathématique, les filles y arrivent beaucoup moins bien que les garçons. Donc on voit dès des âges assez jeunes la force des préjugés et la force de l'empreinte culturelle et sociale sur ce qui va faire qu'on va être un homme ou une femme dans notre société. Et en fait, tous les travaux qui sont dits, entre guillemets, les travaux sur le genre, sont des travaux qui ont pour objectif d'essayer de déconstruire tout ça, de comprendre comment ça marche, d'essayer de comprendre pourquoi on catégorise homme-femme. On pourrait catégoriser les gens petits, grands, on choisit homme-femme, c'est quelque chose de très prégnant et très important dans notre société. Donc ces chromosomes X, X, XY là, qui finalement déterminent en partie si à la naissance on va être une fille ou un garçon, en fait, ils nous renseignent aussi sur d'autres choses. Nous, on les utilise d'une manière complètement différente dans ma discipline. C'est l'anthropologie génétique, c'est-à-dire c'est l'étude de l'homme à partir des données génétiques. On s'en sert pour retracer dans le passé les migrations des hommes et les migrations des femmes. En effet, en regardant le chromosome Y, on peut retracer toute l'histoire paternelle des individus. Le chromosome Y, comme vous le recevez de votre père, qu'il l'a reçu de son père, etc., ça raconte l'histoire paternelle de notre espèce. Le chromosome X, lui, il est plus souvent chez les filles que chez les garçons, donc il va avoir tendance à nous raconter un peu plus l'histoire maternelle de notre espèce. Et on a un autre bout d'ADN qui est absolument fascinant pour ce qu'on appelle l'anthropologie génétique, c'est l'ADN mitochondrial. Alors cet ADN mitochondrial, il est dans les mitochondries
Alors, qu'est-ce qu'une mitochondrie? Si vous regardez une cellule, donc il faut le voir comme un sac, vous avez un noyau dans lequel il y a l'ADN qu'on connaît, mais à côté, vous avez plein de petits organites qui font plein de choses pour la cellule, dont certains qui s'appellent les mitochondries, qui servent comme réservoir d'énergie dans la cellule. Et bien, ces mitochondries, ils ont un petit bout d'ADN aussi, et l'intérêt de cet ADN, c'est qu'il est transmis que par les mères. C'est-à-dire tout le monde a de l'ADN mitochondrial, mais seulement les mères vont le transmettre. Donc cet ADN mitochondrial, il nous raconte l'histoire maternelle de notre espèce. Et en parallèle, le chromosome Y, il nous raconte l'histoire paternelle de notre espèce. Et bien, quand dans certaines populations, on compare ces données mitochondriales et ces données du chromosome Y, on arrive à retracer comment les gens bougeaient dans le passé. À l'échelle de l'espèce humaine, par exemple, il a été montré que c'est essentiellement les femmes qui ont bougé, très peu les hommes. C'est-à-dire que, contrairement à l'idée qu'on a, c'est les hommes qui bougent, qui migrent, voilà, Christophe Colomb, etc. Eh bien non, à l'échelle de notre espèce, c'est les femmes qui ont été essentiellement les migrantes. Alors pourquoi? Parce que, en fait, 80% des sociétés humaines sont patrilocales. C'est-à-dire qu'après le mariage, l'homme et la femme vont s'installer dans le village du mari. Donc en fait, les femmes bougent à chaque fois, alors que les hommes bougent beaucoup moins. Donc ce qu'on peut imaginer à une échelle de 2 villages, en fait, ça s'est fait quasiment à l'échelle de la planète. Donc ce qui fait qu'à l'échelle de la planète, on voit dans les données génétiques beaucoup plus de mouvements de femmes que de mouvements d'hommes. Alors c'est vrai dans les sociétés patrilocales. Des chercheurs du laboratoire travaillent sur les sociétés, je dirais à l'inverse, les sociétés matrilocales, c'est-à-dire les sociétés où après le mariage, les conjoints vont vivre dans le village de la mère. Et dans ce cas-là, on voit que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont les hommes qui bougent et les femmes qui bougent très peu. Et donc, les données génétiques nous permettent aussi de lire cette histoire de notre espèce, cette histoire, entre guillemets, matrimoniale de notre espèce. Donc en fait, le principe, c'est que, par exemple, dans une zone du monde, si les hommes bougent peu, parce que c'est fortement patrilocal, quand je regarde le chromosome Y des différentes populations, elles vont être très différentes les unes des autres. Les hommes, on peut bouger. Donc dans chaque population, il y a un peu des chromosomes Y différents. A l'inverse, si je regarde l'ADN mitochondrial, comme les femmes ont bougé, ça va être à peu près la même chose dans toutes les populations. Et donc, par exemple, nous, au laboratoire, c'est ce qu'on a pu regarder en Asie centrale, où on a des sociétés très fortement patrilocales. Et donc, on voit que le chromosome Y dans ces populations est extrêmement différent d'une population à l'autre. Mais vraiment, je dirais, de l'ordre de 10 fois plus que quand on regarde l'ADN mitochondrial. Ce qui nous a permis de montrer qu'effectivement, il y avait des migrations de femmes beaucoup plus fortes que les migrations d'hommes. Bon, il y a des sociétés où c'est l'inverse, hein. Les sociétés matrilocales, ça va être l'inverse, et là, c'est des collègues qui sont en train d'étudier ça au Laos et au Cambodge, où on voit vraiment, au contraire, la diversité des différences d'ADN mitochondrial entre populations beaucoup plus fortes, alors que celles du chromosome Y sont beaucoup plus réduites. Donc on voit que finalement, dans l'histoire de notre espèce, du moins ce qu'on peut inférer avec les données génétiques, les hommes et les femmes ont eu des mouvements migratoires différents. Donc les femmes ont vécu, entre guillemets, dans des environnements différents, c'est-à-dire qu'elles ont eu régulièrement à se déplacer, à s'intégrer dans d'autres groupes, etc. Alors que les hommes, eux, finalement, ils étaient plutôt fixes, surtout dans les sociétés patrilocales. Donc on peut dire qu'elles sont sur vraiment des stratégies migratoires différentes. De plus, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes stratégies de reproduction. C'est-à-dire qu'une femme, elle peut faire qu'un nombre limité d'enfants. Alors qu'un homme, lui, il peut faire, entre guillemets, un nombre infini d'enfants s'il couche, entre guillemets, avec plein de femmes. Donc les hommes et les femmes ont aussi des stratégies de reproduction différentes. Et maintenant, une des questions qu'il est légitime de se poser, c'est-à-dire c'est que ces stratégies de reproduction de migratoire, dans quelle mesure ça a laissé des empreintes, entre guillemets, dans notre biologie, dans nos gènes même. Est-ce qu'il y aurait des différences génétiques entre les hommes et les femmes? Oui ou non? Lesquelles?
On sait juste, a priori, qu'il y a de fortes chances que ça ne soit pas des différences génétiques très importantes, étant donné qu'on est une espèce relativement jeune. Mais il est raisonnable maintenant, avec les données qu'on a, de commencer à réfléchir à la question des différences génétiques qui pourraient exister entre les hommes et les femmes. Bien sûr, en n'oubliant jamais que ce qui fait qu'on a un homme et une femme est essentiellement un trait culturel, c'est la culture qui se surimpose sur de la biologie, et de connaître effectivement un peu mieux s'il y a un fond biologique aussi fort qui pourrait exister en plus du fond culturel, fait partie à mon avis des sujets de recherche d'avenir.